Sophie n'avait jamais imaginé que ce soir-là, en rentrant d'une fête arrosée à Paris, elle se retrouverait dans la salle de bain de Camille, à l'aider à se déshabiller. Camille, ivre et chancelante après une chute maladroite sur les pavés humides de Montmartre, avait insisté pour que Sophie reste, prétextant une cheville foulée qui l'empêchait de se débrouiller seule. Mais quand Camille, nue sous le jet d'eau chaude, se tourna soudain vers elle et posa ses lèvres sur les siennes avec une urgence désespérée, Sophie sentit le monde basculer, un baiser volé qui n'était pas un accident, mais une confession muette qui allait tout changer. Figée sur place, Sophie recula d'un pas, l'eau éclaboussant le carrelage blanc immaculé de l'appartement haussmannien. « Qu'est-ce que tu fais » murmura-t-elle, le cœur battant à tout rompre, tandis que Camille, les yeux brillants de larmes et d'alcool, s'effondrait contre le mur, murmurant un « pardon » étouffé. Ce n'était pas la première fois que Sophie remarquait les regards prolongés de son amie. Ces silences lourds lors de leur soirée confidence. Mais elle avait toujours attribué cela à leur amitié fusionnelle, forgée depuis l'université à la Sorbonne. Camille, avec ses cheveux châtains cascadant en boucles naturelles et son sourire qui illuminait les cafés du Marais, avait toujours été la plus audacieuse des deux. Sophie, plus réservée, avec ses yeux verts perçants et sa silhouette élancée, se contentait de suivre, de rire à ses blagues, de partager des secrets anodins sur leurs vies respectives. Le lendemain matin, l'air était chargé d'une tension palpable. Assise à la table de la cuisine, un café fumant entre les mains, elles évitaient de se regarder. Camille brisa le silence la première. « Sophie, hier soir, ce n'était pas rien. Je t'aime. Pas comme une amie. » Les mots tombèrent comme une bombe, et Sophie sentit une vague de panique l'envahir. Elle, qui avait grandi dans une famille catholique traditionnelle de Provence, où l'amour était synonyme de mariage hétérosexuel et d'enfants, n'avait jamais envisagé une telle possibilité. « Camille, tu étais saoule. »« On n'en parle plus, » répondit-elle d'une voix tremblante. Mais au fond d'elle, un doute s'insinuait. Était-ce vraiment de l'ivresse ? Ou Camille avait-elle enfin osé avouer ce qu'elle réprimait depuis des années ? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Sophie, graphiste freelance dans un atelier du 11e arrondissement, se surprit à repenser sans cesse à ce baiser doux, interdit, électrisant. Elle se rappelait leurs escapades à vélo le long de la Seine, les pique-niques au jardin des Tuileries où Camille posait sa tête sur son épaule, un geste qu'elle avait toujours vu comme fraternel. Mais maintenant, tout prenait une teinte différente. Camille, de son côté, travaillait comme enseignante en littérature au lycée, un métier qui lui imposait une façade de normalité. Elle vivait avec la peur constante d'être découverte, surtout par sa famille bourgeoise de Lyon, qui ne tolérait aucune déviation de la norme. Un soir, alors que Sophie rentrait d'une réunion, elle trouva Camille assise sur les marches de son immeuble, un bouquet de roses à la main. « Je ne peux plus faire semblant, » dit Camille, la voix brisée. « J'ai essayé de l'ignorer. Mais c'est toi. C'est toujours été toi. » Sophie, le cœur serré, la fit entrer. Elles parlèrent toute la nuit, déversant des années de non-dits. Camille raconta son adolescence tourmentée, les regards volés aux filles dans les vestiaires du collège, la honte qu'elle avait intériorisée face aux sermons de ses parents sur la famille traditionnelle. Sophie, touchée, avoua ses propres doutes, un mariage raté à 25 ans avec un homme qu'elle n'avait jamais vraiment aimé. Une vie sentimentale en pointillé qui la laissait vide. Pourtant, la réalité les rattrapa vite. La sœur de Sophie,
Marie, de passage à Paris, remarqua leur proximité inhabituelle lors d'un dîner. Vous deux. On dirait un couple, lança-t-elle en riant. Mais son regard scrutateur fit frissonner Sophie. Camille, sentant la pression, proposa de s'éloigner. Mais Sophie refusa. Non. On affronte ça ensemble, dit-elle. Scellant ainsi leur pacte secret. Elles commencèrent à explorer cette relation naissante, avec des promenades discrètes dans les rues moins fréquentées, des baisers volés dans l'ombre des ponts parisiens. Mais chaque moment de joie était entaché d'une peur sournoise, et si on les voyait? Et si la famille apprenait? La première fissure apparut quand Camille reçut un appel de sa mère. Ton père veut te présenter quelqu'un? Un gentil garçon de bonne famille, dit-elle d'un ton enjoué. Camille raccrocha, les larmes aux yeux. Je ne peux pas leur dire. Ça les tuerait. Sophie, compréhensive mais blessée, insista, tu dois être honnête avec toi-même. Ce soir-là, elles se disputèrent pour la première fois. Des mots durs fusant sur la lâcheté et le courage. Camille partit en claquant la porte, laissant Sophie seule avec ses regrets. Le lendemain, Sophie décida de confronter ses propres démons. Elle appela sa mère, qui vivait toujours dans la maison familiale à Aix-en-Provence. Maman, j'ai quelque chose à te dire, commença-t-elle. Mais les mots s'étranglèrent dans sa gorge. Au lieu de cela, elle parla de tout et de rien, repoussant l'inévitable. Cette hésitation la rongeait, la faisant douter de sa force. Camille, de son côté, luttait contre une dépression naissante, se réfugiant dans son travail pour oublier. Mais les rumeurs commençaient à circuler au lycée, une collègue l'avait vue avec Sophie dans un bar du Marais, connu pour sa clientèle LGBT. La tension culmina lors d'une soirée chez des amis communs. Camille, sous pression, but trop et finit par embrasser Sophie devant tout le monde. Le silence qui suivit fut assourdissant. Un ami, choqué, murmura, je ne savais pas que vous étiez. Comme ça. Sophie, mortifiée, traîna Camille dehors. Pourquoi as-tu fait ça? Cria-t-elle dans la rue déserte. Camille, en pleurs, répondit, parce que je suis fatiguée de me cacher. Cette nuit-là, elles firent l'amour pour la première fois non pas dans la passion, mais dans une urgence désespérée, comme si c'était leur dernier acte de rébellion. Mais le prix à payer était élevé. Le lendemain, Marie appela Sophie, j'ai entendu des choses. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Sophie, acculée, avoua tout. La réaction fut violente, tu vas détruire la famille. Pense à papa. À sa réputation. Sophie raccrocha. Effondrée. Camille, apprenant la nouvelle, proposa de rompre, je ne veux pas te faire souffrir. Mais Sophie refusa. Déterminée à lutter. Elles décidèrent de partir un week-end à la campagne, pour réfléchir. À la gare Montparnasse. En attendant le train pour la Normandie. Sophie sentit une main sur son épaule. C'était un inconnu. Un vieil ami de la famille de Camille, qui les avait vus s'embrasser la veille. Faites attention, murmura-t-il avec un regard désapprobateur. Ce fut le début d'une paranoïa grandissante. Dans le train, elles parlèrent de l'avenir, mariage, enfants. Mais tout semblait impossible face aux barrières sociales. Arrivées dans un petit cottage près de Deauville, elles trouvèrent un semblant de paix. Marchant sur la plage, main dans la main, elles jurèrent de s'aimer malgré tout. Mais un appel de la mère de Camille brisa l'idylle, ton père est malade. Rentre immédiatement. Camille, déchirée,
choisit de partir seule, laissant Sophie seule avec ses doutes. De retour à Paris, Sophie affronta sa sœur. Je l'aime. Marie. Accepte-le ou perds-moi. Marie. Après un long silence, répondit, je t'aime. Mais ça me fait peur. Ce fut un premier pas. Mais fragile. Camille. À Lyon. Trouva son père affaibli par un AVC. Sa mère. Suspicieuse. Interrogea, qui est cette Sophie dont tu parles tant? Camille mentit. Mais le poids du secret l'écrasait. Elle décida de dire la vérité. Mais au dernier moment, se ravisa, craignant d'aggraver l'état de son père. De retour à Paris après une semaine interminable, Camille frappa à la porte de Sophie à minuit. Les yeux rougis par les larmes et les nuits blanches. Je n'ai pas pu leur dire, avoua-t-elle en s'effondrant dans ses bras. Sophie, qui avait passé ses jours à ruminer seule dans son atelier, serrant son pinceau comme une arme contre l'angoisse, la serra fort. On va y arriver. Ensemble, murmura-t-elle. Mais au fond, elle sentait les fissures s'élargir. Leur relation, autrefois un refuge, devenait un champ de mine émotionnel, où chaque mot pouvait déclencher une explosion. Les semaines suivantes furent marquées par une routine précaire. Elles évitaient les lieux publics, se contentant de dîners intimes dans l'appartement de Sophie, avec vue sur les toits de zinc parisiens. Camille, de plus en plus isolée au travail, subissait les regards en coin de ses collègues. Une rumeur circulait, Camille est lesbienne? Un parent d'élève, conservateur, avait même écrit une lettre anonyme au directeur, exigeant une enquête. Camille, paniquée, confia à Sophie, si je perds mon job, qu'est-ce que je deviens? Sophie, pour la réconforter, proposa de l'aider financièrement. Mais cela ne fit qu'attiser la tension. Camille refusait d'être dépendante. Un soir, lors d'une promenade nocturne le long du canal Saint-Martin, elles croisèrent par hasard le ex de Sophie. Julien. Un architecte charismatique qu'elle avait quitté 2 ans plus tôt. Sophie. Et qui est ton ami? Demanda-t-il avec un sourire poli. Camille, jalouse, serra la main de Sophie plus fort. Plus tard, seule avec elle, elle explosa, tu l'as aimé? Lui. Un homme? Sophie, blessée, répondit, c'était avant toi. Avant de comprendre qui je suis vraiment. Cette dispute révéla leurs insécurités profondes. Camille craignait que Sophie ne soit pas vraiment lesbienne, tandis que Sophie doutait de la loyauté de Camille face à la pression familiale. La crise éclata quand la mère de Camille débarqua à Paris sans prévenir. « Je viens voir comment va ma fille », dit-elle en entrant dans l'appartement de Camille, où Sophie était en train de préparer le dîner. Le regard de la mère se posa sur elle. Suspicieux. « Vous vivez ensemble maintenant ?» demanda-t-elle d'un ton sec. Camille, prise au dépourvu, balbutia, non. Sophie est juste une amie. Sophie, sentant la trahison comme un coup de poignard, quitta la pièce sans un mot. Ce soir-là, elles se disputèrent violemment. Tu m'as renié devant ta mère, cria Sophie. Camille, en larmes, répondit, je protégeais notre secret. Le lendemain, Sophie décida de prendre du recul. Elle partit chez sa sœur Marie à Versailles, espérant trouver du soutien. Marie, mariée avec 2 enfants, l'accueillit avec prudence. Raconte-moi tout, dit-elle. Sophie se confia, déversant ses peurs, la société qui les jugeait, la famille qui les rejetait, les choix moraux qui les déchiraient. Marie,
Touché. Avoua, j'ai peur pour toi. La vie est déjà dure. Et ça complique tout. Mais elle promit d'essayer de comprendre. Pendant ce temps, Camille affrontait sa mère seule. Pourquoi es-tu si distante, insista celle-ci. Camille. Au bord du gouffre. Tracas, maman. Je suis amoureuse d'une femme. La réaction fut un silence glacial, suivi d'un torrent de reproches. C'est contre nature. Pense à ton père. À notre réputation. Camille, effondrée, rentra chez elle. Appelant Sophie en vain, celle-ci avait éteint son téléphone. Sophie. À Versailles. Reçut un message de Julien, besoin de parler? Elle accepta un café. Par nostalgie. Assis dans un bistrot. Il l'écouta. Sans jugement. L'amour n'a pas de règles, dit-il. Mais quand il posa sa main sur la sienne, Sophie recula. Je suis avec quelqu'un. Ce moment la fit réaliser à quel point elle aimait Camille. Malgré tout. De retour à Paris, elle trouva Camille prostrée sur le canapé, un verre à la main. Ma mère m'a renié, murmura-t-elle. Sophie la serra dans ses bras, on se battra. Elles décidèrent de consulter une thérapeute spécialisée dans les couples LGBT pour naviguer les tourments intérieurs. Les sessions révélèrent des traumas enfouis, pour Camille. Un oncle homophobe qui avait marqué son enfance, pour Sophie. Une éducation rigide qui étouffait ses émotions. Mais la société ne leur laissait pas de répit. Au travail de Sophie, un client annula un contrat après avoir entendu des rumeurs sur sa vie privée. Je ne veux pas être associé à ça, dit-il froidement. Sophie, furieuse, confronta ses collègues, mon orientation ne regarde personne. Cela lui valut du soutien, mais aussi de l'hostilité. Camille, de son côté, fut convoquée par son directeur. Nous avons reçu des plaintes. Soyez discrète. Humiliée. Elle envisagea de démissionner. Mais Sophie l'en dissuada, ne leur donne pas satisfaction. Un week-end, elles participèrent à une manifestation pour les droits LGBT à la place de la République. Entourées de drapeaux arc-en-ciel, elles se sentirent fortes. Embrassées publiquement pour la première fois. Mais un photographe les captura. Et la photo parut dans un journal local. La famille de Camille explosa, son père, remis de son AVC, l'appela, tu nous fais honte. Camille, déchirée, proposa à Sophie, peut-être qu'on devrait t'arrêter. Sophie, blessée, répondit, c'est ça. Ton amour? Fuir. Elles se séparèrent en pleurs, chacune ruminant ses choix. Seule, Sophie se replongea dans son art, peignant des toiles sombres reflétant son tourment. Camille, isolée, chercha du réconfort auprès d'une ancienne amie, Émilie, qui l'invita à une soirée. Là, sous l'influence de l'alcool, elle flirta innocemment, mais un baiser impulsif avec Émilie la fit regretter aussitôt. Le lendemain, rongée par la culpabilité, elle confia tout à Sophie. C'était une erreur, pleura-t-elle. Sophie, trahie, hurla, comment as-tu pu? Ce fut la première vraie rupture? Un gouffre émotionnel qui les sépara pour de bon ou du moins. C'est ce qu'elles crurent. Des semaines passèrent dans un silence radio assourdissant. Sophie, recluse dans son atelier, transformait sa douleur en création. Ses pinceaux traçant des silhouettes entrelacées sur des toiles chargées de gris et de rouge sang. Camille, quant à elle, errait dans les couloirs du lycée comme un fantôme, évitant les regards,
se réfugiant dans les livres de Virginia Woolf pour trouver un écho à son chaos intérieur. Chacune payait le prix de leur choix. Sophie perdit des amis communs qui prirent parti, tandis que Camille affrontait le rejet familial, sa mère refusant ses appels. Un jour, Sophie reçut une lettre anonyme. « Oublie-la. Elle ne vaut pas la peine. » Tremblante, elle suspecta la sœur de Camille, connue pour son conservatisme. Cela raviva sa colère, la poussant à contacter Camille. « On doit parler. » Elles se retrouvèrent dans un café discret du quartier latin, les yeux baissés sur leur tasse. « Je suis désolée pour Émilie, » murmura Camille. Sophie, les larmes aux yeux, répondit, « C'est pas seulement ça. C'est tout, la peur, les mensonges. » Elles décidèrent d'une trêve, mais sans promesse. La thérapie reprit, séparément cette fois. Sophie explora ses doutes sur son identité. Était-elle vraiment lesbienne? Ou était-ce Camille qui l'avait éveillée? La thérapeute l'encouragea, l'amour n'est pas une étiquette. Camille, de son côté, affronta ses traumas familiaux, réalisant que son éducation l'avait conditionnée à la honte. La réconciliation fut lente. Un soir, lors d'une exposition d'art où Sophie présentait ses œuvres, Camille apparut, élégante dans une robe noire. « Tes toiles sont magnifiques, dit-elle. Les yeux brillants. » Elles parlèrent jusqu'à l'aube, redécouvrant leur connexion. Mais la réalité frappa à nouveau. Le père de Camille, aggravé par le stress, fut hospitalisé. Camille partit pour Lyon, laissant Sophie seule. À l'hôpital, Camille confronta sa famille. « Papa, je suis gay », avoua-t-elle au chevet de son père. Celui-ci, faible, murmura, « Je t'aime quand même. » Mais sa mère explosa, « Tu le tues avec tes folies. » Camille, brisée, rentra à Paris, cherchant refuge chez Sophie. Elles décidèrent de cohabiter. Un pas audacieux. L'appartement devint leur sanctuaire. Mais les pressions extérieures persistaient. Une pétition au lycée visait Camille, accusée de propagande LGBT. Elle lutta, avec le soutien de collègues progressistes. Mais le stress la minait. Sophie, pour aider, organisa une soirée de soutien avec des amis LGBT. Là, elles rencontrèrent d'autres couples, partageant des histoires similaires. Cela leur donna de l'espoir, mais aussi une conscience accrue des discriminations, emplois perdus, famille brisée. Un conflit majeur surgit quand Marie invita Sophie à un dîner familial. « Viens avec Camille, dit-elle. » Un geste de réconciliation. Mais sur place, le père de Sophie, un retraité traditionnaliste, lança « L'homosexualité, c'est contre Dieu. » Sophie défendit leur amour. « Dieu est amour. » Papa. La soirée dégénéra en cris. Sophie partant en larmes. Camille, apprenant cela, proposa, peut-être qu'on devrait émigrer. À Berlin ou Montréal, où c'est plus tolérant. Sophie, tentée, refusa, non. On change les choses ici. La trahison vint d'un endroit inattendu. Émilie, jalouse, contacta la mère de Camille, révélant des détails intimes. La mère débarqua à nouveau, « Sors de là. Camille. Cette vie te détruit. » Camille, acculée, choisis Sophie, maman. C'est ma vie. La mère partit, coupant les ponts. Ce choix libéra Camille, mais la blessa profondément. Elle sombra dans une dépression, questionnant ses décisions. Sophie,
Soutenant. Sacrifia son temps. Annulant des contrats. Le point de non-retour fut une confrontation publique. Lors d'une conférence sur les droits LGBT à la Sorbonne, Camille prit la parole. J'ai perdu ma famille pour mon amour. Sophie, dans le public, pleura de fierté. Mais un éclair cria, pécheresse. La sécurité intervint. Mais l'incident fit les nouvelles locales. Les retombées furent dures, Camille perdit son poste. Forcée à démissionner. C'est le prix, dit-elle amèrement. Sophie, pour compenser, prit un job stable, renonçant à sa liberté artistique. Elles décidèrent de se marier symboliquement, dans un cercle d'amis. La cérémonie, dans un jardin parisien, fut émouvante, mais entachée par l'absence familiale. Avec le mariage symbolique derrière elle, Sophie et Camille entrèrent dans une phase de reconstruction fragile. Camille, sans emploi, se reconvertit en écrivaine freelance, canalisant sa douleur en essais sur l'identité LGBT. Sophie, de son côté, accepta un poste en agence. Un compromis qui la frustrait mais assurait leur stabilité. Leur appartement, autrefois havre de paix, résonnait maintenant de discussions intenses sur l'avenir, enfants, adoption. Mais les barrières légales et sociales en France les décourageaient. La première épreuve post-mariage vint de l'intérieur. Camille, hantée par le rejet maternel, devint distante, passant des nuits à écrire au lieu de dormir. Sophie, sentant l'écart, confronta, tu me fuis. Camille avoua, j'ai peur de t'avoir piégé dans cette vie. Cela révéla leurs doutes persistants, était leur amour assez fort pour surmonter tout? Extérieurement, la société continuait à peser. Une voisine, apprenant leur relation, refusa de les saluer. Des graffitis homophobes apparurent sur leur porte. Sophie, furieuse, porta plainte. Mais la police minimisa, juste des gamins. Cela alimenta leur paranoïa, les poussant à déménager dans un quartier plus inclusif. Comme le Marais. Un tournant dramatique survint quand le père de Sophie contacta sa fille. Viens me voir. Seul à seul. À Aix. Il avoua, j'ai réfléchi. Je ne comprends pas. Mais je ne veux pas te perdre. Sophie, émue, pleura. Mais il ajouta, laisse Camille de côté pour l'instant. Ce ultimatum la déchira, famille ou amour? Elle confia à Camille, qui réagit avec colère, choisis-les. Et c'est fini. Sophie, acculée, opta pour un compromis, visiter seule. Mais sans renier leur relation. Cela créa une tension. Camille se sentant exclue. Pendant ce temps, Camille reçut une offre d'emploi à Bordeaux, comme professeure dans un établissement progressiste. C'est une chance, dit-elle. Mais cela signifiait séparation. Sophie, paniquée, argumenta, on reste ensemble. Camille insista, je dois me reconstruire. La dispute escalada. Des objets volèrent, symbolisant leur frustration accumulée. Sophie, seule après le départ de Camille pour l'entretien, rencontra Julien à nouveau. Tu mérites mieux, dit-il, tentant de la séduire. Sophie, vulnérable, l'embrassa impulsivement, une trahison qu'elle regretta aussitôt. Rongée par la culpabilité, elle avoua à Camille par téléphone. Comment as-tu pu, cria Camille. Brisée. Ce fut la réciproque de l'incident avec Émilie. Un cycle de douleur. Camille rentra. Furieuse. Elles se confrontèrent, accusation.
Larmes. Regrets. On se détruit mutuellement, murmura Camille. Elles décidèrent d'une pause. Chacune partant de son côté, Sophie chez Marie. Camille chez une amie. Durant cette séparation, Sophie réfléchit à ses choix. Avait-elle sacrifié trop? Camille. À Bordeaux. Excella à l'entretien mais déclina l'offre, je ne peux pas sans elle. La réconciliation eut lieu lors d'un appel tardif. Reviens, supplia Sophie. Camille accepta. Mais avec condition, thérapie de couple intensive. Honnêteté totale. De retour, elles affrontèrent les conséquences. La mère de Camille, apprenant la trahison de Sophie, contacta Camille, elle te trompe? Comme les hétéros. Camille défendit, c'est du passé. Mais la confiance était ébranlée. Des doutes persistaient, menant à des nuits blanches de discussion. Un climax survint lors d'une fête familiale chez Marie. Sophie invita Camille, défiant son père. Là, face à la famille, elles annoncèrent leur mariage. Le père explosa, pas sous mon toit. Sophie, forte, répondit, alors adieu. Elles partirent, main dans la main. Ce rejet final libéra Sophie, mais blessa Camille profondément. Elle proposa, peut-être qu'on arrête. Sophie, désespérée, refusa, non. On a trop lutté. Les mois suivants furent une épreuve de résilience. Sophie et Camille, unies par leurs cicatrices, construisirent une vie plus solide, loin des familles toxiques. Camille trouva un emploi comme tutrice privée, tandis que Sophie reprit son freelance, exposant des toiles inspirées de leur histoire. Elles rejoignirent une association LGBT, aidant d'autres à naviguer les mêmes tourments, transformant leur douleur en force collective. Pourtant, les ombres persistaient. Camille reçut une lettre de sa mère, reviens. Sans elle. Elle la brûla, choisissant l'avenir. Sophie, de son côté, coupa les ponts avec son père. Un sacrifice qui la hantait. Un soir, lors d'une promenade sur les Champs-Élysées illuminés, elles parlèrent d'adoption. C'est possible, dit Sophie. Mais les obstacles, loi, jugement les découragèrent. Camille, optimiste, répondit, on se battra. La dernière crise vint d'Émilie, qui réapparut, proposant à Camille une amitié ambiguë. Camille refusa. Mais Sophie, jalouse, accusa, tu hésites? Cela raviva les vieilles blessures, menant à une séparation temporaire. Seule, Camille réfléchit, avait-elle sacrifié sa famille pour rien? Sophie, chez Marie, trouva du soutien, l'amour vrai vaut tous les prix. La réunion fut émouvante. Dans un parc, sous la pluie, elles s'embrassèrent, pardon pour tout. Elles jurèrent fidélité, acceptant les imperfections. Des années plus tard, elles vivaient ensemble, reconnues par une société en évolution. Camille publia un livre sur leur histoire, provoquant débat. Sophie, fière, exposa des portraits d'elle. Mais le passé ressurgit, le père de Camille mourut, laissant un testament excluant Camille. Dévastée, elle questionna, était-ce le bon choix? Sophie répondit, oui. Car on s'est trouvé. La vie continua. Avec joie et peine. Elles adoptèrent un enfant, défiant les normes. Pourtant, au fond, une question persistait, dans une société qui impose ses règles. Sacrifier sa famille pour l'amour authentique est-il un acte de courage ou une erreur impardonnable?